avec nous aujourd'hui pour ce club, Mickaël Darmon qui s'installe. Bonjour Mickaël, merci beaucoup d'être avec nous, éditorialiste politique, et Jefferson Desport. Bonjour Jefferson. Bonjour. Merci d'être là, journaliste politique à Sud-Ouest. Alex Bonjour. nous a rejoint. Rebonjour, on parlera du rejet de la motion de censure de justesse. À 9 voix près, Elisabeth Borne peut-elle tenir à Matignon? L'exécutif est-il fragilisé? Emmanuel Macron va consulter toute la journée, on en parle. La réforme des retraites qui est donc adoptée par le Parlement, mais les opposants ne désarment pas. Jean-Luc Mélenchon appelle à une censure populaire. La contestation va-t-elle se durcir? Vous nous direz ce que vous en pensez. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Et l'actualité dans nos régions, c'est cette mobilisation qui a eu lieu dans plusieurs villes du pays après l'annonce du rejet de la motion de censure, et notamment à Lyon où on retrouve tout de suite Alexis André. Bonjour Alexis, merci d'être avec nous, directeur de la publication de Lyon Mag. Comment s'est passée la nuit du côté de Lyon, Alexis? Ça a encore été agité, manifestation sauvage hier soir à Lyon. On commence à être habitué parce qu'il y en a eu une chaque jour depuis jeudi dernier. Hier, 9 interpellations parmi plusieurs centaines de manifestants, du mobilier urbain cassé, des poubelles incendiées. Et puis ce matin, il y a des barrages filtrants un peu partout dans l'agglomération pour distribuer des tracts aux automobilistes. On pense que le mouvement va s'intensifier à Lyon parce que les casseurs sont systématiquement relâchés. Après leur garde à vue, ils ne seront jugés qu'à partir de cet été. Et puis une question peut-être un peu plus politique, Alexis, est-ce qu'on a des nouvelles du côté de Laurent Wauquiez? Non, aucune nouvelle. Vous pensez qu'il faut s'inquiéter ? Il paraît, vous savez où il était? Il était en immersion hier dans un hypermarché. Laurent Wauquiez, il fait des immersions en ce moment. Il a fait les pompiers, il a fait les urgences. C'est pour préparer, bien sûr, 2027, s'immerger dans le quotidien des Français. Mais sur le sujet politique de l'année, eh bien c'est silence radio. C'est à peine s'il avait indiqué lors de ses vœux à la presse en janvier que lui, la réforme des retraites, il l'aurait pas fait tout à fait comme le gouvernement. Laurent Wauquiez, il a pris tellement de coups en 2019 après l'échec des Républicains aux élections européennes que désormais, il préfère jouer en coulisses. Il laisse soigneusement le soin à Éric Ciotti, à Olivier Marleix d'être en première ligne, le patron des Républicains à l'Assemblée qui s'en était d'ailleurs indigné chez nos confrères de RTL. Il demandait à Laurent Wauquiez, au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'être un peu plus présent dans les débats nationaux. Il n'y a pas eu de fronde anti-Macron dans notre région. Vous avez eu seulement 2 députés LR qui ont voté la motion de censure du groupe Lyotte hier. Il s'agit de Dino Cinieri dans la Loire et de Fabrice Brun en Ardèche. Donc c'est sa stratégie, Laurent Wauquiez. Il donne l'impression de vouloir laisser tout le monde s'écharper et d'attendre le moment opportun pour débarquer tel un chevalier blanc, vierge de toute prise de position polémique. Sauf qu'à vouloir laver plus blanc que blanc, il pourrait bien finir par être transparent. Merci beaucoup, merci Alexis André d'avoir été avec nous, directeur de la publication de Lyon Mag. On regarde la une de Lyon Mag. Vénissieux enquête sur un système dans le rouge. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup. On va parler des Républicains dans quelques instants, mais sur la première partie de l'intervention d'Alexis, ces manifestations, mobilisations qui ont eu lieu dans plusieurs villes de France, c'est le cas depuis plusieurs nuits, mais particulièrement hier après l'annonce du rejet de la réforme. Est-ce qu'il faut craindre une radicalisation? Est-ce que l'exécutif craint une radicalisation de ces mouvements, Mickaël? En tout cas, il observe. Est-ce qu'il la craint? On verra dans quelle mesure elle s'installe. On a vraiment l'impression là qu'on assiste à une sorte de phénomène de soirée debout là qui est en train de se mettre en place un peu dans plusieurs villes de France. Je marquerai moi un bémol vis-à-vis de la comparaison avec les Gilets jaunes. C'est pas exactement la même motivation, ça n'est pas la même manière de se mobiliser, ce ne sont pas les mêmes démarches qui existent. Là, on est focalisé sur le retrait du texte et sur simplement le fait de protester et de vouloir signifier à Emmanuel Macron que la légitimité de la rue, qui est opposée à celle du président et celle du Parlement, se fait entendre également. On verra dans quelle mesure elle arrivera à faire pression. Donc pour l'instant, et j'ai le sentiment que l'exécutif parie plutôt sur une colère qu'un embrasement, comme on peut l'entendre. Mais on va voir comment effectivement cette 300 interpellations, dont 234 à Paris. Est-ce que ça peut faire changer la manière dont l'exécutif voit la suite? Non. Non, ça n'est pas. On n'est pas sur un embrasement du pays quand même. Donc, du point de vue de l'exécutif, je pense que il y a le sentiment que c'est maîtrisable, qu'il faut laisser passer le temps et enchaîner ce à quoi on est en train d'assister en ce moment du côté du gouvernement et du président.
Jefferson, vous êtes d'accord avec Mickaël? On n'est pas dans une gilet jaunisation Peut-être pas encore, mais il y a un vrai problème pour le gouvernement. On a bien vu que... Alors, c'est une épreuve de force, mais c'est aussi une épreuve dans le temps. Depuis le début, le gouvernement joue la montre, se dit que ça va passer, mais là, on ne sait pas du tout où ça va. Il y a une volonté, en tout cas, à la fois des oppositions et des organisations syndicales de ne rien lâcher. Et c'est vraiment dans cette période-là où ça va se jouer. Et pour les organisations syndicales et les adversaires de la réforme de retraite, il faut tenir. Le problème pour le gouvernement, c'est qu'il y avait ce côté social, mais maintenant il y a un vrai problème politique, puisque ces 9 voix d'écart en parlait. Ça ajoute un surcroît de tension et c'était pas du tout prévu. Ouais, on va en parler peut-être sur le côté syndical, Mickaël, avant de parler de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. Profond ressentiment, a dit hier soir Laurent Berger. Oui, mais on sent bien qu'il monte dans les termes au fur et à mesure que sa capacité d'action se réduit. En réalité, ça y est, ils sont allés au bout de leur travail. Ils ont organisé une mobilisation de manière forte, de manière calme, digne, assez imposante. Ils ont repris la main par rapport effectivement à cette époque des Gilets jaunes. Mais là, le texte est passé et on sent bien qu'il n'y aura pas un rapport de force tel qu'on rentrera dans une logique qui a été celle du CPE il y a en 2005. En revanche, là où il peut y avoir des coups de théâtre, c'est sur le chemin institutionnel encore du texte. Le Conseil constitutionnel peut censurer certaines mesures, en particulier celles sur les CDI seniors et autres, qui n'ont pas leur place ou qui n'auraient pas leur place dans un texte prévu pour le financement de la sécurité sociale. Il y a également, on entend une forme de possibilité pour qu'un feu vert doit donner pour déclencher un recueil, une collecte de signatures pour un référendum d'initiative partagée, ce qui aurait pour conséquence de bloquer la promulgation du texte pendant quelques mois. Donc de ce point de vue-là, c'est là que effectivement les coups de théâtre entre guillemets peuvent surgir. Il y a effectivement des recours juridiques, mais sur la mobilisation syndicale, est-ce qu'elle va vraiment s'essouffler? Car on aurait pu prévoir un essoufflement si jamais il y avait eu un vote du texte ou alors un rejet de la censure plus large. Mais le fait que le gouvernement soit quand même passé en force sur cette réforme des retraites et soit passé in extremis de la censure, ça veut dire que quand même il y a quelques questions qui se posent sur cette procédure parlementaire et ça peut peut-être relancer cette mobilisation sociale. Il y a une grande manifestation qui est prévue jeudi. Justement, les syndicats qui vont peut-être essayer de prendre l'ensemble de l'opposition à cette réforme maintenant que cette séquence parlementaire est terminée. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon appelle à une censure populaire, donc à amplifier ce mouvement de manifestation. Donc à voir si ce mouvement syndical va s'essouffler. C'est toute la difficulté parce que les oppositions veulent gagner dans la rue ce qu'elles n'ont pas gagné dans les urnes. C'est leur constat d'échec. On n'a jamais eu une assemblée aussi représentative. Les Français ont fait la proportionnelle avant qu'elle ne soit votée et à l'arrivée, on se retrouve avec des oppositions qui sont obligées de déporter le débat dans la rue. C'est aussi leur échec de ce point de vue-là, parce qu'ils n'ont pas réussi à bâtir ces compromis au sein même de l'Assemblée nationale. Et là, il y a un vrai problème. Et puis Mélenchon, il fait sa propre navette, je dirais, entre la rue et le Parlement. Il n'est pas au Parlement. Donc là, il récupère le texte dans la rue. Et pour lui, c'est évidemment son moment. Et donc il appelle l'extérieur de l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée nationale. Soit au balcon, soit dans la rue. Donc bien évidemment, il doit maintenant continuer à animer. Mais la réalité, c'est que le carburant de la capacité à mobiliser, c'était le cheminement parlementaire. Et de ce point de vue-là, il est terminé. Et les syndicats, ils vont continuer à faire quelque chose, mais pas certain que ça réussisse à faire bouger le gouvernement. Et on va revenir sur les dernières heures de ce cheminement parlementaire. Ça s'est donc joué à 9 voix. Elisabeth Borne échappe à la censure. La réforme des retraites est désormais adoptée. Récit de ces dernières heures agitées à l'Assemblée nationale avec Cécile Sixou. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Le sort du texte des retraites se sera joué à 9 voix près. Avec 278 voix sur les 287 nécessaires, la motion de censure défendue par Charles de Courson a été rejetée. À la tribune, le député de la Marne a déploré la méthode du gouvernement pour faire passer ce texte. Vous avez délibérément choisi cette procédure pour préparer un éventuel passage en force. Comment accepter un tel mépris du Parlement ?
Comment accepter de telles conditions d'examen sur un texte qui aura des incidences durables sur la vie de millions de nos compatriotes? Dans sa réponse, Elisabeth Borne n'a pas hésité à pointer les contradictions du député et le comportement de la gauche pendant les débats. Et quand je vois une motion de censure signée par toute la gauche, mais avec comme figure de proue un partisan de la retraite à 64 ans, comme le proposait monsieur le député de Courson, votre amendement en octobre 2013. Quelques minutes plus tard, la motion défendue par le RN a aussi été rejetée. À la sortie, Marine Le Pen annonce qu'elle fera un recours devant le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel que nous allons saisir dès demain matin pour demander la censure du texte, à défaut d'avoir obtenu la censure du gouvernement. Les députés NUPES demandent, eux, la démission du gouvernement. Un gouvernement qui est d'ores et déjà mort aux yeux des Français, qui n'a plus aucune légitimité et évidemment une première ministre qui n'a ni légitimité ni pouvoir pour pouvoir continuer son action et qui doit évidemment démissionner en emportant sa réforme avec elle. Aurélien Pradier, chef de file des frondeurs LR, espère que le vote provoquera un électrochoc au gouvernement. Le président de la République a une responsabilité, rassembler la nation. Que personne ne pense qu'on va pouvoir continuer comme ça sans que dans le pays il y ait des fractures qui peut-être demain ne seront pas cicatrisables. Face à la situation politique, l'exécutif a débuté des consultations. Emmanuel Macron recevra ce soir les parlementaires de la majorité. Jefferson, est-ce que l'exécutif est fragilisé ce matin ? Oui, plus que jamais. Ce matin, le gouvernement est dans les cordes et sa première ministre également. Emmanuel Macron, lui aussi. Donc là, il y a un vrai problème parce que ces 9 voix d'écart, ce n'était pas du tout le scénario prévu. Depuis plusieurs jours, la majorité ne cesse de faire des décomptes, de voir où est-ce que ça va aboutir, comment ça peut atterrir cette motion de censure. Là, manifestement, c'était vraiment pas ce qui était prévu. Donc il y a un problème pour le gouvernement. Il y a un vrai problème politique parce que le gouvernement est clairement fragilisé. Est-ce qu'il est en sursis ? On a rarement vu Emmanuel Macron réagir à chaud et prendre des décisions. Il prend toujours le temps lorsqu'il faut changer les choses. Donc on verra combien de temps il prendra justement. Mais là, oui, il y a un vrai problème politique pour l'exécutif dès ce matin. Maintenant, la difficulté, ça va être de réécrire l'après. C'est à quoi vont servir ces consultations ? Le chef de l'État doit prendre la parole demain à 13h. Qu'est-ce qu'il peut dire ? Mais vraiment, s'il se pose en garant des institutions, il doit aussi se poser en garant de l'ordre social et d'être justement le ciment de la nation. Pour l'instant, il y a trop de fractures et il y a une vraie part d'illisibilité. Quand vous discutez avec les députés de la majorité, ils ne savent pas du tout où ils vont. Et il y a même une vraie pointe d'amertume dans toute la méthode et dans toute cette séquence. C'est un exécutif fragilisé, avant de parler de la majorité, c'est un exécutif qui est fragilisé. Elisabeth Borne est fragilisée ce matin ? Elle est fragile, mais pas fragilisée. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre solution. Parce que changer de gouvernement, pourquoi faire ? D'abord, les Français s'en moquent un peu, c'est pas leur sujet. C'est pas Elisabeth Borne le problème ? Non, pas du tout. C'est le retrait du texte, c'est l'inflation, c'est leur vie, c'est pas du tout une escouade d'inconnus qui va changer leur vie, à part 2-3 personnes. Voilà. Après, la question, c'est politiquement, si on doit changer de gouvernement, s'il y a un gouvernement qui doit se mettre en place nouveau, c'est pourquoi faire et avec quel accord politique. Et c'est là l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il va y avoir une tentative, et je pense qu'elle a déjà démarré, de la part d'Emmanuel Macron, d'avoir ce fameux accord du gouvernement avec une partie de cette droite qui a montré sa capacité ou son envie à gouverner ou travailler sur certains textes avec l'exécutif. Ce qui provoquera encore plus l'explosion donc, du côté de la droite. Ouais. De ce point de vue-là, on sait que d'ores et déjà, Bruno Retailleau y est opposé. Du côté de Gérard Larcher, il le souhaite plutôt. Du côté du parti, chez LR, ils sont tellement divisés, ils vont se réunir ce matin, ils vont tenter de le voir. La réalité, c'est que pour l'exécutif et pour Emmanuel Macron, qui est rentré dans la scénographie habituelle de consultation, d'intervention à la télévision, peut-être de mea culpa, ça m'étonnerait, mais on verra bien. C'est au fond un exercice assez connu, mais qui pour l'instant ne va pas donner de résultats probants. Et on va parler des LR dans quelques instants, mais sur l'exécutif, le gouvernement... Il y a la question du calendrier du gouvernement aussi. Quelle réforme suivante le gouvernement va pouvoir faire passer ? Il y a le texte immigration qui arrive la semaine prochaine au Sénat. Alors la droite sénatoriale va le voter, mais à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité. Et la majorité présidentielle parle même d'un abandon du texte au moment de l'étape de l'Assemblée. Puis après, et la droite va voter son texte, qui n'est pas le texte du gouvernement. Va le voter en le durcissant. Et puis après, il y a la loi travail. Comment Emmanuel Macron va pouvoir faire une loi travail alors qu'il n'a pas parlé aux syndicats sur cette réforme des retraites, que le dialogue social est coupé. Donc ça paraît très compliqué. C'est le prix à payer d'une majorité relative.
Voilà, avec cette séquence des retraites, le gouvernement a perdu son partenaire numéro 1 qui était la droite. Le gouvernement s'est mis dans la main de la droite entièrement jusqu'à épouser ses propositions, reprendre la droite, les propositions de la droite sénatoriale sur la réforme des retraites. Et à l'arrivée, elle se fait lâcher par la droite parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc, sans partenaire, quand on est dans une majorité relative, là, il y a une impasse. Avant de parler des LR, est-ce que cette séquence, elle a coupé le lien, en tout cas, elle a fragilisé le lien entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne et leur majorité parlementaire? Elle a coupé le lien entre le président de la République et sa majorité parlementaire. Elisabeth Borne, elle fait son travail d'Elisabeth Borne. D'ailleurs, elle-même s'est définie comme étant fusible. Une manière peut-être de se prolonger un petit peu à ce poste-là. Mais en réalité, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est le lien entre Macron et une majorité parlementaire qui l'a jamais vraiment trop pris en estime. De ce point de vue-là, c'est aussi le prix à payer pour cette majorité de, je dirais, cette ambiguïté matricielle du en même temps. Emmanuel Macron doit comprendre enfin qu'il faut qu'il arrête ce en même temps s'il veut pouvoir continuer à gouverner encore 4 ans, parce qu'on voit bien que de toute façon tout se passe avec la droite, tout ne peut se passer qu'avec la droite. Faire croire aux Français qu'il peut y avoir des majorités de projets, on voit bien l'échec absolu de cette méthode. Donc s'il n'y a pas, je dirais, un vrai changement dans la pratique du pouvoir et sa conception et son approche, les choses continueront à être comme celle-là. Donc, au fond, c'est Emmanuel Macron qui doit montrer sa capacité à entendre, à comprendre, à voir que souvent ces analyses sont ratées, les paris sont faux, et que le dispositif politique autour de Matignon et l'Élysée est extrêmement faible. Oui, parce que hier, on a entendu Aurore Berger et Elisabeth Borne à la tribune de l'hémicycle vanter cette majorité parlementaire unie, qui fait front, qui est solide. Est-ce que c'est réellement le cas, Jefferson? Non, les résultats à ces 9 voix d'écart montrent encore une fois qu'il y a une absence de majorité. En tout cas, cette majorité relative est plus courte que jamais, plus rétrécie. Mais cette motion transpartisane... Mais sur les 3 groupes, Horizon, Modem, Renaissance, est-ce que cette majorité est unie ou est-ce que là, il y a un problème? Leur lien à tous depuis 2017, c'est Emmanuel Macron. Le lien direct, il est entre sa majorité... Il était entre la majorité et l'Élysée. Les députés en 2017, lors du premier quinquennat, ne cessaient de nous dire ils n'ont que des comptes à rendre à Emmanuel Macron. C'était Édouard Philippe, le Premier ministre à l'époque, et déjà Édouard Philippe donnait beaucoup de boutons aux députés de sa majorité. Et le lien a été plutôt comme ça. Aujourd'hui, ce lien entre le président de la République et la majorité parlementaire, lui, est clairement abîmé. Des députés, hier soir, ne cachaient pas, encore une fois, leur amertume. Ils ont donné des signaux d'alerte, ils ont alerté sur le risque social. Personne n'a écouté. Et en tout cas, à l'Élysée, il n'y a pas eu d'écoute sur ce point-là. Donc là, il y a une difficulté. Mais si on revient sur la mention de transpartisane qui a été présentée, pour faire le lien avec ce que disait Mickaël Darmon, sur le en même temps, là, on a eu presque une leçon de macronisme à l'envers. On a eu des députés LR mêler leur voix à des députés de la NUPES, des Insoumis, des socialistes, des écologistes et du Rassemblement national. Là, on a eu une motion qui a réinventé le macronisme sous une autre forme, un peu baroque, certes bancale, mais on a vu différents partis qui n'ont absolument rien en commun s'associer, s'allier contre le gouvernement et la majorité présidentielle. Donc là, il y a une leçon. Ils ont réussi à dépasser les clivages. Ouais. Et Charles de Courson, fustigé hier, notamment par Elisabeth Borne, lui qui a voté la réforme de 2010 et qui prenait le report de l'âge à 64 ans il n'y a pas si longtemps. Oui, et qui s'était aussi prononcé contre le mariage pour tous. Donc on n'était pas à une incohérence près, parce qu'on est dans une logique de jeu parlementaire. Mais quelque part, il a eu son moment. Qui avait d'ailleurs commencé quand Emmanuel Macron l'avait désigné en septembre à la télévision en disant qu'il y avait peut-être un accord politique à passer avec ce petit groupe. C'est la première fois vraiment qu'on prenait conscience de son existence. Il a fait un autre trajet. Il a quand même servi de révélateur à cette je dirais, matrice politique qui est arrivée à bout de souffle. Et toute même la scénographie à laquelle on assiste aujourd'hui, on la connaît par cœur. Voilà, un Emmanuel Macron qui consulte quand la crise est là, alors qu'il avait été prévenu avant, qu'il n'a pas écouté, on connaît. Les députés qui vont arriver en rallant, qui vont sortir enthousiastes de l'Élysée, on connaît. Parce qu'ils vont dire, il a donné le cap, on a compris, il nous a entendus. Tout ça, on connaît. Mais les Français, aujourd'hui, ils sont ailleurs. Et la réalité politique, elle est que s'il n'y a pas d'accord avec une partie de la droite, eh bien, la capacité à gouverner tout simplement de cet exécutif s'arrêtera.
Mais la difficulté pour les députés de la majorité, c'est qu'ils savent très bien qu'Emmanuel Macron ne se représentera pas. Et la séquence d'hier, c'était quand même l'après-Macron qui s'est dessiné. Olivier Marleix l'a dit très clairement. Il a ouvert cette porte-là. Et en fait, chacun est déjà tourné vers 2027. Mais pour les députés de la majorité, ce sera sans Emmanuel Macron. Et pour eux, tout le défi, c'est que ce quinquennat ne soit pas un fiasco. Parce que sinon, il n'y aura pas d'après. Et tout s'arrêtera avec le départ d'Emmanuel Macron de l'Élysée. Et c'est la même problématique pour tous les ministres de poids dans ce gouvernement. Si jamais cela vire au fiasco, leur avenir personnel s'arrête également. En même temps, c'est déjà acté. On sait que le macronisme, c'est Emmanuel Macron. Donc, et on le voit tous les jours. Donc, à partir de là, et on sait très bien, puisqu'il y a aussi une histoire dans l'histoire avec ce moment parlementaire, qu'est-ce que sont les tensions très fortes entre Horizon et Renaissance, parce qu'on sait que le projet sous-jacent, jamais assumé, jamais avoué, c'est d'empêcher Édouard Philippe du côté d'Emmanuel Macron. Donc de ce point de vue-là, c'est très tendu. On l'a vu, ça a été raconté, documenté, il y a une escarmouche, une guerre d'usure permanente entre Horizon et Renaissance, parce que la bataille pour le supposé héritage du macronisme, on verra ce qu'il en restera, a déjà commencé. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi ce que ce moment a montré. On va parler de la droite, vous en avez un petit peu parlé, puisque si le résultat était aussi serré, c'est parce que de nombreux députés LR ont voté la motion de censure, des motions de censure qui ont continué de diviser les LR. Et oui, Oriane, 19 députés Les Républicains n'ont pas suivi la consigne de leur parti et ont voté pour la motion de censure transpartisane du groupe Lyot. Parmi eux, on compte évidemment Aurélien Pradier, le député du Lot qui avait emmené depuis des mois cette fronde contre la réforme des retraites. Certains de ses lieutenants aussi ont voté pour, comme Raphaël Schellenberger, Pierre-Henri Dumont, Yann Boucard, mais aussi des indécis qui ont décidé d'apporter leur voix à cette motion à la dernière minute, comme Emmanuel Antoine, député de la Drôme, et puis des proches de Laurent Wauquiez, qui est annoncé par Eric Ciotti comme le futur candidat de la droite en 2027. Par exemple, Dino Cinieri, député de la Loire, et Isabelle Valentin, députée de la Haute-Loire, dont Laurent Wauquiez est quand même le suppléant. Donc Isabelle Valentin qui a voté pour cette motion de censure. Et donc parmi ces 19 députés LR, 3 d'entre eux ont aussi voté pour la motion déposée par le Rassemblement national. Alors face à cette fronde de ces députés LR, Eric Ciotti, le patron du parti, a cherché hier soir à relativiser. Écoutez. La censure n'a pas été approuvée par une très large majorité des députés LR, conformément à ce que nous avions souhaité, ce que j'avais souhaité. Les Républicains ont fait preuve de cohérence, de responsabilité. Voilà, Eric Ciotti qui minimise, mais c'est quand même un tiers du groupe LR à l'Assemblée qui a voté pour la censure du gouvernement d'Elisabeth Borne. Alors sur le fond, pourquoi ces députés l'ont fait? Pour sanctionner le gouvernement, mais aussi un petit peu pour sanctionner la direction des Républicains. Écoutez Pierre-Henri Dumont. Ce raté, parce que c'est un raté de la réforme des retraites pour le gouvernement, d'abord, peut-être aussi un petit peu pour les Républicains, c'est peut-être un problème de méthode. Et que peut-être que demain, ça veut dire qu'on doit beaucoup plus travailler en amont, arrêter d'avoir des propositions qu'on fait depuis 10 ans et qui n'ont pas remporté le suffrage des Français et continuer de les mettre sur la table de façon inlassable en espérant que cette fois-ci les Français comprennent. Et puis d'autre part, faire en sorte que sur la méthode, on discute d'abord au sein du bureau politique des Républicains, d'abord au sein du groupe, les Républicains à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qu'on mette tout le monde d'accord avant d'aller négocier avec la Première ministre, avant d'aller discuter sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas dans tel ou tel projet de loi, plutôt que de faire l'inverse. Alors maintenant, une question se pose, faut-il exclure ces députés LR du parti, ces députés qui ont voté la censure? La question est posée, notamment par certains sénateurs de droite, et notamment vis-à-vis d'Aurélien Pradier, qui a qui a fait péricliter finalement cette alliance entre la droite et le gouvernement sur cette réforme des retraites, notamment à cause de ces mesures d'amélioration qu'il demandait sur les carrières longues. Alors, Aurélien Pradier a-t-il peur d'une exclusion? La question lui a été posée par nos confrères d'LCP. Est-ce que vous redoutez d'être exclu des Républicains ? Franchement, vous pensez que c'est un sujet qui me préoccupe aujourd'hui? D'abord, nous sommes près d'une vingtaine de députés à avoir voté la motion de censure. Bon, je veux bien qu'on se focalise toujours un peu sur moi, mais c'est pas tout à fait une aventure individuelle. Ça veut dire quelque chose, y compris des questionnements que la droite doit avoir. Moi, je suis fier d'avoir participé avec près de 20 de mes collègues au fait de porter aussi la voix du peuple. Je ne veux pas laisser le soin de porter la voix du peuple aux extrêmes, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Je pense que la droite a à le faire. Mais vous savez, la reconstruction de la droite, c'est un long chemin, un peu moins important, beaucoup moins important que la reconstruction de notre pays. Et puis notez que le numéro 2 du parti, François-Xavier Bellamy, l'a dit il y a quelques minutes sur notre antenne, l'exclusion de ces députés LR n'est pas la solution, et puis leur parti n'en a pas les moyens. Les LR, ce sont les grands perdants de cette séquence. Michaël Darmon, pour vous? Le grand démantèlement continue, et il va s'accentuer.
notamment si effectivement, pour sortir de la crise, Emmanuel Macron met sur la table une proposition d'accord de gouvernement. Je crois que l'exclusion effectivement des frondeurs ou d'Aurélien Pradier et de ses troupes, au fond, n'est pas tant le sujet que leur propre décision, eux, de partir en cas d'accord éventuel avec le gouvernement. C'est pas fait parce qu'il faut que les instances du parti le décident. On l'a dit tout à l'heure, Bruno Retailleau est contre. Du côté de François-Xavier Bellamy a dit jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà. Du côté de Rachida Dati, on est plutôt pour parce que évidemment elle est poussée par Nicolas Sarkozy qui derrière donc pousse les feux. Donc de ce point de vue-là, on est dans, je dirais, un feu qui continue à avancer et qui est en train de continuer à brûler LR. Jefferson, la poutre travaille encore, comme disait Édouard Philippe. Je ne sais pas si elle travaille, en tout cas elle ne travaille pas bien, mais le grand perdant c'est quand même d'abord le gouvernement, ensuite pour la droite. Les divisions qui sont apparues, ces fractures-là, montrent aussi une chose, c'est que ces députés frondeurs, et c'est assez savoureux d'avoir des frondeurs chez LR et avoir cette expression-là, bien entendu, mais en tout cas, ça montre une chose, c'est qu'ils ont d'abord été élus sur leur nom et moins par l'étiquette LR. C'est plus l'étiquette LR qui est porteuse, en tout cas sur les dernières législatives, c'est ce qu'on a vu. Donc ils ont une très grande liberté, une très grande autonomie vis-à-vis de la direction des Républicains, et leurs critiques, quand on discute avec eux, sont extrêmement acerbes. L'un d'entre eux, moi, me disait hier, pour qu'il y ait une allégeance au chef, faut-il qu'il y ait un chef. Sous-entendu, Éric Ciotti ne fait pas le job et n'incarne pas la suite. Donc les regards se tournent vers Laurent Wauquiez, mais on l'a dit sur votre plateau, il est extrêmement silencieux. Donc pour les Républicains, oui, il y a un vrai problème, ils ne peuvent pas les exclure, sinon ils vont se retrouver à 40 et là ça pèse plus rien. Mais le problème, c'est que en 2017, pendant le premier quinquennat, je reviens toujours là-dessus, mais il faut avoir un peu de référence, l'obsession, en tout cas la priorité des macronistes, c'était quand même de faire exploser la droite définitivement. Ils y sont presque arrivés. Là, ils y sont. Ça y est, c'est fait, la droite va exploser. Mais le problème, c'est qu'elle les emmène avec eux. Donc ça arrive un peu trop tard dans le calendrier initial, parce que la clarification aurait pu se faire avant la présidentielle. Et là, tout allait mieux. Les LR macro-compatibles partaient directement, la droite explosait, et pour la majorité, tout ça allait bien. Le scénario se fait mal, et tout le monde en paye les pots cassés, de la direction de LR jusqu'à l'Élysée. Et avec une fracture nouvelle et très puissante entre les LR du Sénat et les LR du Parlement. On l'évoquait tout à l'heure sur le texte immigration, qui va être le texte de la droite sénatoriale, ça on le sait bien, sauf que du côté du Parlement, il va y avoir une tentation de dire, cette fois-ci, on va montrer qu'on n'est pas du côté du gouvernement, peut-être. Et de ce point de vue-là, il va y avoir à l'Assemblée. Assemblée nationale et Sénat. Il va y avoir une tension et une envie de se radicaliser encore plus pour pouvoir faire oublier l'épisode de retraite. Donc on est dans les paradoxes, les incohérences, les jeux qui, au fond, une fois de plus, sont très très loin des préoccupations des Français. Mais l'incohérence, c'est quand même manifeste, parce qu'on a quand même des députés de droite qui ont soutenu Valérie Pécresse à la présidentielle, qui soutenaient les 65 ans, et là subitement les 64 ans sont devenus une brutalité. Donc vis-à-vis de leur électorat, que la droite perdre sa boussole sur une réforme des retraites avec une mesure d'âge, ça reste quand même assez lunaire. Et là, pour reconstruire sur des bases comme ça et pouvoir se présenter comme des députés responsables et cohérents, là, je pense qu'il va y avoir un petit travail à faire. Ouais. Et du coup, on a d'un côté Bruno Le Maire qui appelle les Républicains qui ont soutenu la réforme des retraites à venir travailler avec le gouvernement. Jean Bardella, lui, qui fait les yeux doux à ceux qui ont voté la motion de censure. Est-ce qu'on en revient au clivage chez les LR ? On en revient à l'équation du début de ce deuxième mandat d'Emmanuel Macron, du point de vue de LR. Soit ils sont remplacés par les macronistes, soit ils sont remplacés par les lepénistes. Et vraisemblablement, ça va encore bouger pendant quelques années. Il y a évidemment aussi un enjeu du rôle d'Éric Ciotti qui a mené une campagne sur une droite décomplexée et dont le premier acte politique aura été d'aider le gouvernement. Donc de ce point de vue-là, c'est pas étonnant qu'il ait provoqué effectivement autant de clivages, compte tenu qu'effectivement, comme on l'a dit, les députés se sont fait élire sur leur nom et non pas sur l'étiquette. Et c'est intéressant parce que le clivage actuel de la droite qui est écartelé entre le gouvernement et le Rassemblement national, il est pas tant sur les questions de sécurité, d'immigration, de laïcité. C'était un clivage passé qu'on a connu entre la droite modérée et la droite décomplexée, mais il est sur la question sociale avec ces jeunes députés LR qui disent faut qu'on arrête de proposer ces grandes réformes libérales, ces grandes coupes sombres qu'on propose depuis 10 ans et que le peuple ne veut pas. Il faut qu'on devienne vraiment une droite populaire avec des réformes sociales et finalement
c'est une fibre sociale qui est aussi travaillée du côté du Rassemblement national, une jambe sociale et une jambe sur le régalien qui est plutôt très dure. Et sur la suite maintenant du texte, puisque la réforme a été adoptée, Emmanuel Macron doit prendre la parole demain. Est-ce qu'il peut retirer le texte, selon vous, Michael ? Il est président de la République, il peut retirer le texte. Mais politiquement ? On a vu politiquement, non. Personnellement, dans son schéma personnel, non plus, bien évidemment. Je pense qu'il va aller défendre au contraire le texte, fustiger une partie des parlementaires, des élus, des députés qui ont empêché le débat et continuer à dire qu'il faut avancer, continuer à réformer, justifier aussi sur le plan financier et sur le plan des marchés financiers, puisque finalement, à la fin, la vraie raison de cette réforme de retraite a été quand même, au fond, assumée. C'est une réforme financière pour montrer aussi au marché que la France reste crédible. Et de ce point de vue-là, il va falloir trouver un moyen, surtout, c'est la mission peut-être la plus compliquée, de tenter de renouer un lien avec les Français. C'est tout le problème pour Emmanuel Macron, parce que certes, il y a le problème du texte, mais ce texte, il montre quoi ? Encore une fois, une pratique du pouvoir qui a été critiquée. C'était le mouvement des Gilets jaunes, ça a été à de nombreuses reprises, mais là, on est encore au même point. C'est-à-dire qu'on a un président qui n'écoute ni sa majorité, ni les alertes qui viennent des syndicats, et pourtant, au soir de sa réélection, il l'avait dit, ce vote m'oblige. On avait compris qu'il y aurait une nouvelle méthode, on aurait compris qu'il y aurait moins de verticalité, que ce serait beaucoup plus partagé. C'était aussi le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Il y aurait du compromis, de l'ouverture. Et Charles de Courson, hier, n'a pas manqué de le rappeler devant les regards exaspérés d'Elisabeth Borne. Donc, on en est toujours au même point d'une pratique politique qui fait débat et qui, en tout cas, met une partie des opposants du texte dans la rue. Donc, pour le président de la République, c'est comment il se réinvente, qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer, mais la vraie question, elle est autour de lui aujourd'hui. Mais est-ce qu'il peut encore se réinventer ? Est-ce que c'est pas sa personne, finalement, qui cristallise les tensions et le rejet des Français plus que sa politique ? Oui, parce qu'il est dans une logique et dans une approche des solutions à apporter dont il considère qu'elles sont chez lui, qu'il a raison, qu'il a compris, et que si les Français ne le méritent pas, c'est pas son problème. Et au fond, c'est un petit peu ce que l'on comprend à travers son positionnement et son comportement depuis sa réélection. Et de ce point de vue-là, on a du mal à comprendre, et beaucoup le disent aussi autour de lui, ont du mal à dessiner vraiment ce qu'est ce nouveau et dernier mandat d'Emmanuel Macron. Il nous reste 20 secondes, Jefferson. Emmanuel Macron veut une réforme des retraites. Il n'envisage pas de quitter l'Élysée sans avoir fait la mère des réformes, c'est-à-dire la réforme des retraites. Il n'a pas pu le faire lors de son premier quinquennat à cause de la crise Covid, on s'en souvient. Mais finalement, ce qu'on est en train de vivre là, c'est sans doute ce qu'aurait vécu Édouard Philippe, parce qu'on l'a oublié en 2020, quand la réforme des retraites à point se prépare. On est déjà dans un moment de cristallisation, dans un moment de tension. Et il se prépare lui aussi un printemps social explosif. La crise du Covid balaye tout ça. Édouard Philippe sort plus populaire que jamais de Matignon. Mais l'histoire n'aurait pas dû être celle-ci, et celle qu'on n'a pas vécue, on la vit aujourd'hui. On continue à parler de ces motions de censure. C'est évidemment la une de vos journaux régionaux ce matin. Et Alex, les motions de censure font la une de la presse régionale. Et oui, Ariane, sans exception, les motions de censure se font la une de toute la presse régionale. Les motions rejetées, la réforme adoptée à la une de l'Alsace, 9 voix et 64 ans. J'ai bien aimé ce titre de Courrier Picard, personnellement. À 9 voix près, s'exclame le Dauphiné libéré. Une réforme des retraites qui passe sur un fil, titre le journal La Provence, et un gouvernement sauvé de justesse. Hier soir, la Première ministre Elisabeth Borne a accueilli, je cite, avec humilité et gravité ce vote, et estime que le pays est arrivé au bout du cheminement démocratique d'une réforme des retraites essentielle pour le pays, comme s'il fallait tourner la page. Et pourtant, Elisabeth Borne sort de cette séquence extrêmement fragilisée. C'est ce qui ressort aussi dans la presse régionale ce matin. Le gouvernement dans l'impasse à la une de la Dépêche du Midi. La grande incertitude, titre l'Union. Une réforme, mais à quel prix politique, se demande le Maine Libre. La Première ministre est discréditée, estime le journal Libération Champagne. Une Première ministre discréditée après être passée en force en utilisant, on le rappelle, le 49.3 sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Une réforme dont une majorité de Français ne veut pas. La balle est désormais dans le camp d'Emmanuel Macron pour maintenir en poste ou non Elisabeth Borne et pour donner un nouveau souffle à son quinquennat, à son gouvernement. Va-t-on vers un nouveau remaniement ? Seul le locataire
secrétaire de l'Élysée a pour l'instant la réponse. Et malgré l'adoption de la réforme des retraites, la mobilisation sociale ne va pas diminuer. Oui, ce rejet de la censure et donc l'adoption du texte est dur à avaler pour les manifestants opposés à ce texte. C'est à la une de Sud-Ouest. Réforme adoptée, la rue réagit. À la une des dernières nouvelles d'Alsace, la censure se fera-t-elle dans la rue? C'est ce que se demande le journal Nice Matin, alors qu'hier soir, il y avait des manifestations dans tout le pays et des rassemblements qui ont été parfois émaillés de violences et d'affrontements entre des casseurs et des forces de l'ordre. Les syndicats craignent une radicalisation de la mobilisation et pointent déjà la responsabilité d'Emmanuel Macron dans ce climat social. Merci beaucoup Alex. Jefferson, on regarde la une de Sud-Ouest. Motion de censure, un rejet dur à avaler. Oui, on en a parlé, effectivement, dur à avaler pour la majorité, dur à avaler pour les opposants au texte, parce que c'est passé tout près. 9 voix d'écart, on l'a dit sur ce plateau. Et Jefferson, on parle de votre livre sur Pierre Urmic. Un écolo à l'épreuve du pouvoir. L'homme derrière le sapin, ça sort le 24 mars. Voilà, un portrait à l'épreuve des faits du nouveau maire de Bordeaux, élu en 2020. Voilà, qui est cet homme, cet écologiste qui a pris à la suite, en tout cas à la mairie de Bordeaux, au Palais Rohan, qui s'est installé à la suite des municipales que l'on connaît. Voilà, c'est un portrait à découvrir. C'est co-signé avec mon camarade Xavier Sautat, voilà, en librairie dès le 24 mars. Voilà, et ça sort donc ce vendredi. Exactement. Merci beaucoup. Merci Jefferson d'être venu. Merci beaucoup, Michael Darmon, d'être venu dans ce club. Merci à Alex. Nous, on se retrouve demain et évidemment, on continuera à parler de cette réforme des retraites et de ses conséquences. Et puis, on vous en parlerait évidemment à 18h dans Sens Public avec Thomas Hugues. Très bonne journée. À demain.